Bienvenue. Je m'appelle Alain Bosetti, je suis le président de Silver Economy Expo et du Salon des services à la personne. Et je vais laisser la parole dans 2 minutes à Jean-Christophe Combe, le ministre qui va être interviewé par Richard Fremder. Je voudrais simplement formuler 3 remerciements et évoquer une pensée pour quelqu'un. Mon premier remerciement, c'est pour vous, monsieur le ministre. Vous êtes très sollicité, vous êtes demandé dans de nombreux événements. Et merci de nous consacrer, de consacrer du temps à la Silver Economy Expo au sein des services à la personne. Nous savons combien vous êtes demandé. Et merci à votre équipe, notamment à Pauline Sassard, qui a facilité et fluidifié votre visite. Le deuxième remerciement, il est pour nos grands partenaires, dont vous voyez les logos derrière nous, et puis tous les exposants du salon, parce que grâce à ces grands partenaires et grâce à ces exposants, ce salon peut avoir lieu. Nous accueillons 220 exposants, nous entendons à peu près 8000 visiteurs sur 2 jours. Et c'est grâce à eux qui permettent d'offrir gracieusement à tous les visiteurs, professionnels, salariés et grand public, toute l'offre de ce salon. Hier, nous avons innové, il y avait en plus un forum européen, le premier forum européen des services à la personne, avec 15 nationalités différentes. Mon troisième remerciement, il est pour les salariés du secteur. Vous avez peut-être pu voir à l'entrée que nous les mettions en avant avec des portraits et des interviews sur podcast de salariés. On va continuer avec une expo itinérante parce que sans eux, que ce soit à titre personnel ou pour globalement, je pense qu'on peut vraiment les remercier. Et puis ma pensée, c'est pour Nicolas Menet, qui est le directeur général de Silver Valley et qui, pour des raisons de santé, ne peut pas être parmi nous hier et aujourd'hui. Et je sais qu'il suit avec attention via les réseaux sociaux ce que nous faisons. Et voilà, donc je salue Nicolas. Merci beaucoup à tous d'être présents, monsieur le ministre et Richard. Vous pouvez le prendre à la main, c'est plus simple. C'est comme à la radio, c'est bien. C'est ça, c'est comme à la radio. Bonjour à tous. Bonjour monsieur le ministre. Alors, ça fait quelques années que j'interviewe beaucoup de monde sur ce salon. Je sais que vous êtes très attendu, tous ces gens travaillent beaucoup. Ils sont suspendus à vos lèvres. Alors, vous avez lancé le Conseil national de la refondation, le fameux CNR, sur le bien vieillir. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors, recommençons par le début. Le CNR, c'est pas une nouvelle instance, c'est une nouvelle méthode qui a été annoncée par le président de la République le 8 septembre dernier. L'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, notre démocratie, elle a besoin de renouveau, qu'elle a besoin d'une nouvelle méthode, qu'on a besoin de construire différemment nos politiques publiques en associant plus largement les acteurs du territoire, les citoyens. Et donc, c'est ce qu'a souhaité mettre en place le président de la République pour répondre aux défis majeurs que notre société va devoir rencontrer dans les années qui viennent. Je pense aux grandes transitions écologique, transition sociale, économique, et donc d'aborder à travers ce Conseil national de la refondation les grandes questions et y apporter des réponses de façon collective, de façon beaucoup plus participative, parce qu'on croit qu'aujourd'hui, les politiques publiques, face à ces grandes transitions, elles ne doivent pas être seulement pensées et fabriquées depuis le haut, depuis Paris, mais bien avec l'ensemble des acteurs sur le territoire. Et donc c'est pour ça qu'il va y avoir un CNR sur la santé, sur l'école, on va aborder la question du logement, on va aborder la question du numérique, de la santé. Et donc on va également aborder la question du bien vieillir. Le bien vieillir, pourquoi ? Parce que notre pays va faire face dans les années qui viennent, on y est déjà d'ailleurs, à une transition démographique, donc au vieillissement de la population qui va s'accélérer et auquel il faut que nous apportions une réponse concrète, collective, massive. Collective parce qu'elle va concerner tout le monde, pas seulement les personnes âgées, pas seulement les familles, pas seulement les soignants, mais toute la société dans son ensemble, et parce qu'elle va concerner toutes les dimensions de notre vie sociale, de notre organisation, que ce soit les transports, que ce soit le logement, que ce soit l'école, que ce soit notre système de santé. Et donc, il faut qu'on aborde les choses de façon collective. Alors, pour organiser ce CNR que j'ai lancé le 11 octobre dernier, on a choisi d'aborder 3 thématiques prioritaires.
La première, c'est celle de la question de l'adaptation de la société au vieillissement, voilà, pour faire de notre société une société du vieillissement, du bien vieillir et de la longévité, qui est présidée par Luc Broussy, que vous connaissez bien et que je remercie d'ailleurs d'avoir accepté ce défi. La deuxième thématique, c'est celle du lien social et de la citoyenneté, parce que je crois profondément qu'aujourd'hui, les personnes âgées, nos aînés, sont insuffisamment représentées au niveau tant national que local, que territorial, pour élaborer et influencer nos politiques publiques. Et donc c'est important qu'on leur crée une place beaucoup plus importante, qu'elles puissent aussi choisir elles-mêmes leur vie, la façon dont elles veulent vieillir, et qu'on les considère mieux. Moi je crois que vraiment ce vieillissement, c'est aussi une opportunité pour notre société, notamment une société de l'engagement. Vous savez d'où je viens, et l'engagement, il est extrêmement important, en particulier pour porter et déployer les politiques publiques dont j'ai la responsabilité en matière sociale, notamment. Et puis la troisième thématique, celle qui est portée notamment par Daphna et puis par Myriam El Khomri, c'est celle de la valorisation et de l'attractivité des métiers, avec un prisme tout particulier pour les métiers du domicile. C'est important, c'est clé, je le dis souvent. Moi, ma première préoccupation en tant que ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées, c'est l'attractivité des métiers. C'est de faire en sorte que demain, on ait des femmes, des hommes qui s'engagent nombreux dans ces métiers, et on sait combien on en a besoin. Donc, on a créé ces thématiques, on a lancé ce CNR, on va conduire et organiser des ateliers territoriaux d'ici au mois de mars, une dizaine dans 10 ou 15, dans une dizaine ou une quinzaine de départements, en métropole et dans les territoires ultramarins. C'est important, cette dimension ultramarine, au regard des problématiques spécifiques qu'elles connaissent, tant en termes d'équipement qu'en termes de vieillissement de la population. Dans ces ateliers vont participer évidemment des personnes âgées, des familles, des professionnels, mais aussi tout un tas de représentants de la société, que ce soit des élus, des commerçants, des artisans, bref, avoir une représentativité la plus large de notre société au sein de ces ateliers. On fera une restitution en avril, avec des réunions nationales sur chacune des 3 thématiques, et puis ça aboutira sur un plan d'action, sur une stratégie, peut-être avec des éléments législatifs, puisqu'on pose souvent la question. Mais en tout cas, ça aboutira en mai sur un plan pour le bien vieillir de façon extrêmement concrète. Et je le dis, l'idée, c'est pas de refaire une énième fois une consultation pour J'allais vous poser la question, donc ça tombe bien. Partager des constats, tout ça on l'a déjà fait. Il y a eu une grande concertation, notamment en 2018, sur la question de l'autonomie et du grand âge. Il y a eu de nombreux travaux qui ont été faits. Je pense notamment à ceux qui ont été conduits par Luc Broussy. L'idée, c'est vraiment maintenant de sortir avec une priorisation, de se dire aussi qu'est-ce qu'on veut faire passer à l'échelle, d'aller aussi trouver sur les territoires des innovations, parce que l'innovation, en particulier quand on est ici, on sait que c'est quelque chose d'extrêmement important. On va en reparler. Vous avez dit un mot tout à l'heure, il faut être concret. Est-ce que vous avez un calendrier à nous donner ? Oui, le calendrier. Donc, calendrier, c'est celui-ci. Là, on a lancé, j'ai déjà fait 2 premiers ateliers territoriaux, ces ateliers territoriaux qui doivent atterrir en avril, enfin en mars. En avril, on a la restitution sur les 3 thématiques, et en mai, on sort avec notre plan d'action. Vous dire aussi que parallèlement, puisque donc on a choisi des priorités, ces 3 thématiques, elles n'abordent pas tous les sujets liés au bien vieillir. On a des groupes de travail, on travaille avec nos parlementaires, et je salue la présidente de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale qui est présente avec nous. On travaille ensemble avec les parlementaires, avec Annie Vidal notamment, sur ces questions. On travaille aussi avec l'Assemblée des départements de France, je pense que c'est important, avec l'AMF aussi, puisque les collectivités sont très impliquées dans ces politiques, sur des questions d'organisation, de gouvernance, mais aussi sur des questions de financement. Donc on aura une étape importante en début d'année prochaine sur la question de notre système de protection sociale, notamment avec la réforme des retraites qui va venir. Alors il n'y a pas de lien, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la réforme des retraites pour financer le bien vieillir. Néanmoins, si on n'équilibre pas notre système des retraites, il sera difficile pour moi
d'aller chercher les financements nécessaires pour financer toute l'ambition On est d'accord qu'on va avec ça. porter pendant cette discussion. On est d'accord avec ça. Au moment du lancement, en octobre dernier, donc, vous avez dit, j'ai noté, l'urgence, c'est de continuer à transformer l'offre et accélérer sur le domicile. Alors c'est joli. Qu'est-ce que vous entendez par accélérer concrètement sur le domicile ? Je crois que le président de la République l'a dit, préparer la France au vieillissement, c'est d'abord prendre ce virage domiciliaire, c'est de permettre aux Français qui très majoritairement veulent vieillir à domicile, de pouvoir vieillir à domicile. Alors ça passe par quoi très concrètement ? C'est l'adaptation des logements tout simplement, et puis l'apport d'un service d'aide, de soins à domicile en qualité et en quantité suffisante pour répondre à cette demande. Et donc pour cela, on n'a pas attendu, puisque je le dis, c'est une urgence. Et ça, je l'ai dit depuis le début. C'est-à-dire que je me suis embarqué et je vous embarque dans la démarche du Conseil national de la refondation. Pour autant, on fait des choses, parce que l'urgence, elle est déjà là, comme je l'ai dit. Mes prédécesseurs, et notamment Brigitte Bourguignon, ont fait déjà beaucoup, ont mis des choses dans la loi, notamment pour rendre l'offre de services d'aide et de soins à domicile plus lisible, avec la création des services autonomie, qu'on renforce là dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 avec le forfait coordination. Donc c'est rendre l'offre plus lisible. C'est aussi la question du financement, parce que il faut pouvoir financer ces services. Et donc on a introduit, et ma prédécesseur a introduit en 2022 le tarif plancher, donc il y a une vraie réforme du financement des services d'aide à domicile, 22 € en 2022. J'ai annoncé qu'on porterait ce tarif à 23 € en 2023. On a introduit, grâce aux discussions parlementaires et un groupe de travail porté par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, transpartisan, un amendement qui permet maintenant d'indexer de façon permanente ce tarif sur un index qui est proche en fait de l'inflation. C'est la tarification qualité de 3 € qui va venir aussi renforcer tout ça. Alors je le dis parce que souvent on me dit mais ça ne concerne pas tous les services d'aide à domicile. Aujourd'hui, le tarif à 22 €, il concerne, je passe au contrôle de mon équipe, mais 60% quand même des heures d'aide à domicile qui étaient en dessous de ce tarif. Voilà. Parce qu'il y a des départements qui payent quand même un petit peu plus, mais là avec les 23 € puis l'indexation permanente, on va rattraper progressivement l'ensemble de ces tarifs et préciser que tout ça est financé à 100% par la CNSA. Vous dire également que dans cette dynamique-là, on a souhaité renforcer la médicalisation aussi, puisque vous avez vu que dans la loi de financement de la sécurité sociale, on finance l'ouverture de 4000 places de SIAD. Donc on entre dans la dynamique de création, d'augmentation de 20% de ces places. Donc c'est 25 000 à l'issue de cette législature. On verra s'il faut aller plus vite, s'il faut aller plus loin. C'est aussi des questions qu'on pose dans le cadre du CNR. C'est la poursuite de la réforme de la tarification aussi, plus tournée vers le besoin et le niveau de perte d'autonomie des personnes accompagnées. Et ça, c'est aussi une vraie révolution. Et puis, c'est ce qu'on a introduit dans cette loi et qu'on va travailler tout au long de l'année 2023. C'est les fameuses 2 heures de convivialité, de prévention qui doivent venir changer l'approche aussi qu'on a du domicile. Moi, je sais que les professionnels, et on en discute souvent avec Daphna, aujourd'hui sont en perte de sens dans leur métier parce que souvent on a une organisation du travail qui est très mécanique, qui est très déshumanisée. Et en réalité, ce qu'on veut avec ces 2 heures, c'est ramener de l'humanité dans cet accompagnement. C'est de ramener du sens, c'est mieux organiser le travail, c'est avoir un travail qui soit moins haché. Et puis surtout, essayer de travailler sur une qualité d'accompagnement qui soit beaucoup plus forte, prendre du temps pour renforcer le lien social, prendre du temps de convivialité, prendre du temps de prévention aussi. Et puis, je terminerai en disant que accélérer aussi sur le virage domiciliaire, c'est aussi développer l'offre d'habitat alternatif, c'est-à-dire qu'entre le domicile et l'EHPAD, il y a tout un tas aujourd'hui de solutions qu'on développe et qu'il faut promouvoir. Ça marche très bien, qu'on soit en ville ou à la campagne.
Voilà, ça permet de rompre l'isolement, d'apporter aussi un service aux personnes, cet habitat inclusif. Il faut qu'on aille plus loin et qu'on accélère fortement. On l'a fait là aussi dans le projet de loi de financement pour 2023 avec la réforme de l'aide à la vie partagée, notamment. Mais voilà, on veut promouvoir ce développement. Ça passe aussi paradoxalement par la transformation des EHPAD qui vont aussi se positionner plus fortement sur les territoires comme des centres de ressources, qui vont se concentrer aussi et accueillir en leur sein des personnes qui sont les plus dépendantes, qui ont le besoin en soins le plus important, mais ils vont surtout apporter une expertise et une capacité pour l'ensemble des services sur le territoire. Et puis, je manquerai à tous mes devoirs si je ne parlais pas de l'adaptation des logements pour terminer, et des annonces qui ont été faites récemment sur le déploiement de ma prime Adapt, que Luc porte fortement, avec une ambition, 400 000 logements adaptés d'ici à 2027. D'accord, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre, c'est beaucoup, c'est pas mal, c'est bien, on va revenir peut-être après en détail un peu plus sur certains, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre plus attractifs les métiers du service à domicile? Parce que quand on voit la difficulté de recrutement, mais dans tous les domaines, en France et pas qu'en France, c'est pas simple. Qu'est-ce que vous avez comme idée? Il faut qu'on travaille sur tous les leviers. Alors, il y a le levier évidemment de la rémunération, et ça c'est clair. Enfin, voilà, c'est pas neutre. C'est qui n'est pas neutre. On a déjà fait un peu avec l'avenant 43, le fameux avenant 43 de la branche d'aide à domicile, que l'État finance pour moitié. Il faut qu'on aille sans doute plus loin. Il y a des réflexions d'ailleurs qui sont en cours sur la structuration du secteur, notamment sur le secteur privé non lucratif. Moi, j'invite d'ailleurs les acteurs à se rapprocher aussi de la basse, parce que je pense qu'on a intérêt à travailler ensemble et à avoir des passerelles beaucoup plus fortes. Mais c'est aborder surtout la question de l'attractivité de façon large, de façon globale, sur l'organisation du travail, sur la qualité de vie au travail, sur les parcours professionnels, sur les formations, sur la question de la mobilité, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas aborder ces questions-là sans la question de la mobilité au regard de la transition écologique et puis du prix de l'essence, tout simplement. Donc on a à aborder toutes ces questions de façon complètement transversale, et c'est le travail qu'on porte avec Dafna et avec Myriam El Khomri. Effectivement. Vous avez parlé d'innovation tout à l'heure. Quelle va être la place du CNR Bien Vieillir, justement? Quelle place va faire par rapport aux innovations de la Silver Economy? Moi, je crois vraiment en l'innovation. Enfin, elle doit avoir une place centrale, parce qu'il faut qu'on trouve... Enfin, on voit bien que aujourd'hui, notre système, il a atteint aussi ses limites. Malgré tout ce qu'on a pu mettre en place, malgré tous les efforts qu'on fait, on n'a pas encore trouvé toutes les bonnes solutions. Et donc, comme je l'ai dit, c'est l'esprit du CNR. C'est aussi d'aller voir ceux qui savent. Et ceux qui savent, c'est ceux qui font. Et donc, de voir et d'aller s'inspirer chez les acteurs. Ouais. Chez les acteurs, chez les professionnels, chez tous ceux qui font ce monde de l'innovation sociale, d'aller trouver des bonnes idées, de les essaimer, de pouvoir les mettre à la disposition des territoires et de ceux qui font, encore une fois, sur le terrain. Et donc, moi, je suis très promoteur de cette dynamique d'innovation. De faire remonter les bonnes pratiques. Voilà, de faire remonter les bonnes pratiques, que ce soit dans la transformation digitale, que ce soit sur les pratiques professionnelles, que ce soit de l'innovation low-tech, vraiment très très promoteur de ça. D'ailleurs, j'avais, quand j'étais directeur général de la Croix-Rouge, mis en place un accélérateur d'innovation sociale, parce que je crois vraiment dans notre capacité à mobiliser collectivement une intelligence qui nous permette d'apporter les bonnes solutions. Et c'est ce qu'on retrouvera encore une fois dans le CNR, et ce qu'on veut vraiment promouvoir, notamment sur la partie adaptation de la société, que ce soit sur la prévention et donc sur l'adaptation des comportements individuels, que ce soit sur l'adaptation du logement, avec toutes les questions de domotique que vous connaissez par cœur, ou que ce soit sur l'adaptation de la société, de la ville, des aménagements urbains. Je pense que là, il faut qu'on puisse bénéficier de toute notre intelligence et créativité collective. Les acteurs vont être ravis. Vous intervenez aussi souvent sur le fléau de la maltraitance de nos aînés. Quid du domicile également? C'est vrai qu'on parle beaucoup de maltraitance quand on parle des EHPAD, de fait, avec le scandale récent qui nous a tous beaucoup touchés.
notamment, mais voilà, cette question de la maltraitance, c'est aussi une réalité que tous les intervenants peuvent aussi toucher à domicile, soit parce qu'ils en sont les témoins, soit parce que parfois ils en sont aussi les parties prenantes. Alors je sais que c'est un sujet qui est difficile, qui est tabou, qui crispe beaucoup lorsqu'on en parle. Moi, je prends beaucoup de précautions d'ailleurs lorsque j'en parle. En revanche, je pense que c'est important, si on veut bien traiter le sujet, de pouvoir en parler, de pouvoir mettre les bons mots, de pouvoir affronter en fait ce sujet. L'idée, c'est pas de stigmatiser tel ou tel, de stigmatiser les professionnels ou les intervenants. Je pense que collectivement, on peut et on doit apporter une réponse à cette réalité sociétale. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour ça ? J'ai pris le problème à bras-le-corps, tant du côté établissement que du côté domicile. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à mieux libérer la parole, voilà, pour que les personnes puissent aussi mieux se signaler. Et donc, on va mettre en place un système d'information qui va permettre de mieux recueillir aussi ces alertes. Je pense que c'est important, et on en a déjà parlé un peu dans le cadre du CNR, de mettre en place des gouvernances territoriales pour mieux traiter, mieux accompagner ces questions d'alerte et d'impliquer encore une fois tout le monde, les professionnels, les personnes concernées, les familles, mais aussi aborder la question de façon, je pense, beaucoup plus sociétale, parce que, moi je le dis souvent, on a dit tout à l'heure qu'on essaye de décentrer un peu le sujet du bien vieillir, que ce n'est pas qu'une question médico-sociale, c'est d'abord une question sociétale, et il faut que, comme on a pu porter d'autres sujets, je pense notamment à la question des violences faites aux femmes, de façon beaucoup plus large, il faut qu'on fasse la même chose vis-à-vis des violences et de la maltraitance que connaissent aujourd'hui nos aînés. Et donc collectivement, on continue à travailler, je le disais. Bien nommé, on a la chance, moi j'ai la chance d'être ministre après qu'il y a eu un acte fort qui a été posé dans la loi du 7 février 2022. On a la chance aujourd'hui d'avoir une définition de la maltraitance, donc on peut travailler aussi à partir de ça. Et puis on va mobiliser aussi tous les acteurs. J'ai demandé et j'ai saisi notamment la Haute Autorité de Santé pour pouvoir travailler à un cadre, un outil d'analyse des risques de maltraitance sur les personnes âgées vulnérables, comme on l'a fait aussi pour les enfants. Et il faut qu'on aille, je pense, plus loin, qu'on modernise aussi l'accompagnement des personnes qui sont maltraitées. Bref, je pense qu'on peut, ensemble, trouver des solutions et qu'il faut adresser ce problème et que chacun est concerné. Donc, sans attendre tout non plus des pouvoirs publics, je pense que chacun, à son niveau, peut aussi s'engager sur cette question. Donc on peut imaginer que les mesures que vous avez prises pour les EHPAD peuvent se retrouver sur le domicile. Oui, c'est des outils. Alors après, ça ne fonctionne pas tout à fait de la même façon. L'organisation est très différente. En revanche, je pense qu'on a le devoir collectivement. C'est pour ça que je dis que la dimension sociétale, elle est encore plus importante au domicile, puisque voilà, on est sur un milieu qui est ouvert, on est sur des intervenants qui sont très variés et très différents. Et donc l'approche, elle est quand même un petit peu différente. En revanche, le point commun, c'est qu'il faut qu'on en parle, il faut qu'on n'ait pas peur d'en parler, il faut qu'on stigmatise personne. Et je pense que collectivement, on peut arriver à faire mieux. Merci beaucoup Jean-Christophe, vous êtes formidable. Vraiment, je crois savoir que beaucoup ici comptent sur vous. Applaudissez-le, donnez-lui du courage, il y a du boulot. Merci, bravo.